me suis mise le masque sur le nez et ai mis en pause ma musique lorsque la voiture s'est arrêtée près du trottoir devant mon appartement, soulevant un nuage de neige sale que les chasse-neige avaient accumulé le long de la rue. C'était une berline rouge avec des vitres légèrement teintées et l'un de ces ornements de danseuse hawaïenne sur le tableau de bord, semblable à celui affiché sur mon écran. J'ai frissonné, murmurant avec irritation à cause des flocons de neige sale qui éclaboussaient maintenant mes jeans, avançant prudemment à travers le monticule tout en contournant l'arrière de la voiture. Je savais que je devais vérifier avant d'entrer dans le véhicule. J'avais entendu trop d'histoires d'horreur sur des femmes montant dans le mauvais Uber ou Lyft et se retrouvant piégées dans une voiture avec un maniaque. J'avais toujours pris soin de vérifier avant de monter. Je plissais les yeux, comparant l'application de covoiturage ouverte sur mon téléphone avec la plaque d'immatriculation sous le coffre, sous la lumière du seul lampadaire du côté de la rue, confirmant qu'elles étaient en effet les mêmes. De la rouille rouge se détachait du fond du coffre, tachant le haut de la plaque. Une brise envoya un autre frisson glacial le long de ma colonne vertébrale et je me hâtais vers la porte arrière ouverte du côté opposé au conducteur et glissais à l'intérieur du véhicule. « Bonjour », dis-je étouffé, faisant de mon mieux pour me secouer la neige collée à mes bottes en entrant. « Gustavo ?» décidai-je. Les nettoyant du mieux que je pouvais, je me tournai et amenai mes jambes à l'intérieur de la voiture tout en m'asseyant droite, portant toute mon attention sur le conducteur pour la première fois. Il acquiesça, ses longs cheveux gras balançant sur ses épaules avec excitation. Il m'observa un moment dans le rétroviseur. Je ne pus m'empêcher de me sentir légèrement mal à l'aise. Quelque chose dans son regard me mettait légèrement mal à l'aise, même avec le masque couvrant la moitié de son visage. Ce masque chirurgical taché semblait avoir été utilisé depuis le début de la pandémie. Il y avait quelque chose, je ne sais pas, vide mais étrangement sinistre dans ce regard absent. Pour un bref instant, j'envisageais d'inventer une excuse pour retourner à l'intérieur, appeler un autre trajet, mais un rapide coup d'œil à l'horloge me fit réaliser que j'allais déjà être en retard. Mon patron est exigeant à ce sujet, et j'avais eu une série d'arrivées tardives pendant l'année depuis que ma voiture était morte. Je ne pouvais vraiment pas empirer les choses. J'inspirais profondément et serrais le spray au poivre sur mes clés pour m'affirmer pendant que je fermais la porte. Mes yeux se remplirent d'eau à cause de l'odeur de la voiture, et j'ai failli sauter hors de la voiture juste à cause de cela. J'étais sûr que l'homme avait dû remarquer ma réaction alors qu'il observait dans le rétroviseur. Mais cela ne m'importait pas, car j'étais plus concentré à ne pas vomir audiblement. Ça sentait comme des toilettes publiques. Je ne pouvais pas comprendre comment ni pourquoi il laisserait quelqu'un entrer dans sa voiture ainsi. En un instant, il mit la voiture en marche sur la route qui menait hors de la ville, vers mon travail. Je travaille comme barman dans un bar local, un club de striptease en périphérie de la ville, à 15 minutes de chez moi. J'avais une voiture, ou du moins j'en avais une avant d'avoir un accident pendant la pandémie. Le travail avait été lent, et cela avait été un combat pour économiser pour les réparations, donc pour l'instant, c'était des applications de covoiturage et des conversations gênantes. Je luttais contre l'envie de me mettre à l'aise et de regarder les réseaux sociaux, ou simplement d'écouter un podcast. Mon service de téléphone était irrégulier dans ces zones, comme il l'était, et je manquais rapidement de données pour le mois, donc toute diffusion était pratiquement hors de question. Diable, même essayer de suivre le progrès de mon trajet dans l'application était presque impossible avec mon téléphone. L'image de la voiture était généralement la dernière chose gelée sur mon téléphone, sans Internet. De plus, quelque chose à propos de cet homme exigeait que je reste sur mes gardes. Un sentiment étrange d'inquiétude s'installa en moi en le voyant. Je priais pour que les secondes passent plus vite. Je continuais à observer son téléphone, faisant de mon mieux, probablement en tombant court en discrétion alors que j'essayais de m'assurer qu'il ne s'écartait pas du chemin supposé qu'il devait suivre. En regardant son écran, je jetais un coup d'œil occasionnel à mon téléphone toutes les quelques secondes pour essayer de paraître moins nerveuse. Cependant, de temps en temps, j'avais cette étrange sensation de picotement dans la nuque, cette sensation d'être observé, sûr que je pouvais le voir me regarder intensément à travers le rétroviseur, juste pour regarder vers le haut et trouver son attention concentrée sur la route devant. Malgré ma meilleure tentative, je ne pouvais pas surmonter cette odeur. Cela sentait simplement mauvais. Je ne pouvais pas comprendre comment Gustavo ne réagissait même pas à cela. J'essayais de rassembler mon courage pour lui demander de baisser une fenêtre sans s'écarter de sa route, quand soudain il parla.
Sa voix était basse et rauque alors qu'il lisait à haute voix le nom du bar. « Tu vas à un endroit comme ça à cette heure ?» demanda-t-il, la question dépourvue de toute apparence de préoccupation véritable. « Il est tard, presque minuit. » Il frappa l'heure sur le tableau de bord. « Quelqu'un t'attend ?» La question envoya un frisson dans mon dos et je pus sentir ma peau se hérisser face à sa nature inquisitrice. « Oui, mon petit ami, » répondis-je trop vite. J'ai remercié Dieu pour le masque, sûr que sans lui, il pourrait voir le mensonge sur mon visage. Même avec, je n'étais pas sûr qu'il ne puisse pas le voir alors qu'il me regardait à travers le rétroviseur. Je regardais par la fenêtre à côté de moi. Nous étions sur l'autoroute approchant de mon travail, peut-être à 10 minutes de distance. Route vide et arbres passant rapidement. Je suppose que je pourrais lui demander de me laisser sortir, mais c'était une perspective terrifiante en soi. Et le fait que la route était presque vide à cette heure rendait l'idée encore plus inconfortable. Je contins un soupir. Nous nous approchions de plus en plus de mon travail, et il semblait être attaché au GPS. J'ai serré mon spray au poivre pour m'assurer, et me suis résolu à ce que je pourrais passer le reste de ce trajet. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais eu un ou deux chauffeurs effrayants auparavant, mais j'avais toujours atteint ma destination en toute sécurité. Il n'y avait toujours rien qui me disait que Gustavo n'était pas plus qu'un effrayant du tas. J'étais sûr que je pouvais gérer 10 minutes de plus d'inconfort plutôt que d'être coincé au bord de la route dans la nuit. Cependant, sa question et ma réponse précipitée m'ont mis en alerte. J'ai eu une idée. J'ai fait défiler ma liste de contacts jusqu'à trouver mon collègue Thomas, le gardien de sécurité nocturne du bar. C'était le plus proche d'un ami que j'avais, un vétéran très grand et imposant. Le téléphone sonna 1, 2 fois et plusieurs fois alors que je priais mentalement pour une réponse. « Hey, c'est Tommy. » Mon cœur a sauté. « Hey Tommy, désolé, j'ai manqué ton appel. Laisse un message et j'essaierai de te rappeler. » Mon cœur s'est effondré l'instant suivant. Bien que ses yeux restent sur la route, je pouvais presque sentir que toute son attention était maintenant sur moi. Je suis en chemin. » Ai-je essayé de continuer sans problème, trébuchant sur mes mots malgré moi alors que je parlais. J'aurais besoin d'aide pour transporter des choses à l'intérieur depuis l'arrière, donc si tu pouvais venir m'aider, ce serait génial. J'ai fait une pause, mon cœur dans la gorge, alors que nous nous regardions l'un l'autre dans le rétroviseur. L'air bourdonnait de tension palpable. Tout à coup, je me sentais très étouffé sous le masque. J'ai essayé de respirer normalement. Cette odeur, Dieu, d'où venait-elle? Elle s'accrochait à l'air, agressant mes sens à chaque respiration. Même mes yeux étaient larmoyants. « Oh, d'accord, au revoir », ai-je murmuré dans le téléphone, réalisant que j'étais censé être en appel. J'étais tellement distraite que mon attention avait dévié autant de la route que du téléphone de Gustavo. Je n'avais à peine remarqué qu'à un moment donné, nous nous étions écartés de mon itinéraire reconnu, apparemment en tournant sur l'une des nombreuses routes secondaires en cours de route. J'ai pu voir que l'icône sur l'écran gelait, alors que l'application recalculait l'itinéraire, un itinéraire qu'il ignorait, continuant vers l'avant. Je pense que tu aurais dû continuer sur l'Interstate. C'est le chemin le plus rapide et mon petit ami m'attend déjà. » Gustavo rit pour lui-même. « Raccourci, » murmura-t-il. Puis avec un clic, il éteignit l'écran de son téléphone, le retira du support au centre du tableau de bord et le glissa dans son manteau sous quelque chose d'autre. Mon cœur a chuté comme s'il était en chute libre. Il rit pour lui-même comme s'il s'était raconté une sorte de blague interne et, avec un étrange type d'oisiveté, commença à tambouriner sur le volant avec ses doigts, fredonnant fièrement et désaccordé. Ma tête tournait, un sentiment de surréalisme bourdonnant dans l'air alors que mon estomac s'enfonçait, observant comment l'écran de son téléphone s'éteignait. Je pouvais vérifier notre progression depuis l'application, je le savais. Mais quelque chose me disait que ce n'était même pas nécessaire. Tout sur la façon dont il l'avait dit, et le fait qu'il avait éteint son téléphone, me disait qu'il ne se dirigeait pas vers mon bar. J'ai regardé vers le bas sur mon téléphone, essayant désespérément de paraître imperturbable, bien que je sois sûr que mon cœur devait être audible par-dessus le silence dans la voiture, le léger craquement des routes de gravier sous les pneus, alors que j'observais comment notre voiture s'écartait de plus en plus de tout chemin reconnu vers mon travail. Une ampoule s'est allumée quand j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. L'image du conducteur, Gustavo. J'ai inhalé brusquement. Je n'avais pas prêté assez attention. J'avais toujours vérifié la plaque d'immatriculation, mais cela n'avait pas été suffisant. Dans ma hâte,
J'avais négligé de vérifier réellement le conducteur dans l'application, celui qui était maintenant assis sur le siège avant, regardant l'écran. Mes mains ont commencé à trembler, peu importe combien j'essayais de les arrêter. Un froid effroi a commencé à me laver alors que mes yeux se déplaçaient lentement de mon téléphone vers l'homme sur le siège avant et, à ma horreur, je pouvais voir qu'il me regardait toujours dans le rétroviseur. Ce n'était pas le bon conducteur. L'homme sur mon écran, Gustavo, était un gentil vieil homme, assez âgé pour être clairement mon grand-père, avec la peau bronzée et les cheveux courts, coiffés soigneusement. Un contraste total avec le personnage étrange et gluant avec lequel j'étais maintenant seul dans la voiture. Mon esprit courait alors que mon cœur battait douloureusement contre l'intérieur de ma poitrine. Je voulais appeler la police, mais l'idée me faisait peur pour la même raison qu'avant, me faisait peur de lui demander de s'arrêter. L'escalade. J'avais clairement le sentiment que l'homme était mauvais et très probablement dangereux. Il pourrait répondre à mes tentatives d'appeler avec une violence plus immédiate. Je voulais vomir. J'avais écouté 1 ou 2 podcasts de crimes vrais dans ma journée et commençais à sentir que j'en étais le protagoniste. Je pouvais presque les entendre raconter ma disparition, décrivant avec une voix effrayante et pratiquer comment j'avais été distraite, errant vers un dernier voyage cauchemardesque. Mes pensées étaient assiégées par toutes les choses que je n'avais pas faites, soit parce que je les avais reportées à une date nébuleuse dans le futur, soit simplement parce que je ne pouvais pas les faire à cause de la vie. Il y avait tellement de choses que je voulais encore faire. J'étais si prise dans cette horrible fantaisie que j'ai mis du temps à réaliser que la voiture ralentissait, s'arrêtant près du côté de cette route non marquée. Le battement dans ma poitrine s'intensifiait maintenant violemment, alors que je voyais ses yeux dans le rétroviseur. J'ai trouvé un regard prédateur en eux. Où sommes-nous? Ai-je mordu ma langue furieusement par la faiblesse qui résonnait à ce moment, la peur audible dans ma voix alors que je trébuchais sur mes mots. Le silence dans la voiture se sentait étouffant, associé à cette odeur. Dieu, qu'était-ce que c'était? Entre la terreur pure que je ressentais et le dégoût que cette odeur horrible était en train de fomenter en moi, je n'étais pas sûr si j'allais vomir ou m'évanouir en premier. C'était comme l'odeur de fesses et de sang, et je ne sais pas comment je l'avais manqué auparavant. L'odeur de sang, claire comme le jour, maintenant que je l'avais remarquée, était présente parmi cette odeur inconnue. La panique animale a surgi en moi, un pressentiment que quelque chose de mal s'était passé dans cette voiture, probablement très récemment, tordant mon estomac en nœuds. « Pourquoi t'arrêtes-tu » demandai-je, faisant de mon mieux pour sonner ferme dans ma question. Il rit, essayant de le masquer en le noyant à moitié dans une fausse toux. Il y a quelque chose que je dois te montrer, regarde, insista-t-il pour que je m'approche, pointant au loin quelque chose que je ne pouvais pas voir depuis le siège arrière, essayant de me faire pencher à l'avant de la voiture avec lui. C'est juste là. Je montre juste, viens ici pour que tu puisses vraiment le voir. Un frisson nauséeux souleva les poils le long de mon dos. Il fit un geste à nouveau pour que je m'approche, indiquant l'espace dans la console à côté de lui, juste à portée de bras. Je peux le voir d'ici, ai-je menti, incapable de distinguer ce que c'était que les arbres vers lesquels il pointait, ne voulant pas détourner les yeux de lui pendant trop longtemps. Il soupira, marmonna quelque chose, puis rit à nouveau pour lui-même, comme s'il se racontait une sorte de merveilleuse blague. Viens regarder, ça sera rapide, puis je te ramènerai au travail. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Quelque chose me faisait sentir que refuser ouvertement son invitation pourrait entraîner une escalade encore plus rapide. Mais je n'étais pas sur le point d'abandonner la petite sécurité que la voiture avait offerte à sa demande, de suivre cet effrayant au plus profond de la forêt. Tout doute qu'il avait l'intention de faire quelque chose de terrible avait complètement disparu avec son manque de volonté d'écouter et ma terreur évidente. Je doute que ce malade mental appréciait cela. Je pense que je le vois bien d'ici, vraiment, dis-je, travaillant ma ceinture de sécurité d'une main, ouvrant l'application du téléphone pour composer le 911 avec l'autre. Heureusement, il continuait à rire pour lui-même, regardant fixement le chemin sombre devant. Je pense vraiment que tu devrais sortir. Je peux aider si tu veux. Il se tourna pour me faire face. Dans ses yeux, je ne vis rien d'autre que du venin et de la joie. Ce regard prédateur et serpentin. J'aurais pu m'évanouir par la pure vague d'émotions qui m'ont frappé, la peur et l'adrénaline luttant pour la suprématie alors qu'elle brûlait à travers mes veines. Mes yeux se remplirent de larmes. Dieu, je voulais qu'il ne le fasse pas, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis j'ai vu, sous ce masque sale,
Son sourire s'élargir, les yeux plissés d'humour. Il se retourna, glissant une main dans la poche de sa grande veste. Il posa l'autre sur la poignée de sa porte. Dans ma tête, je pouvais me voir mourir de 1000 manières horribles, traîner pour vivre la fin rapide et violente de ma vie dans une forêt cachée quelque part. Je pouvais presque me voir allongé là. La vie disparut de mes yeux alors que je me refroidissais avec la nuit, à la merci des éléments de la nature et de la décomposition, jusqu'à ce que quelqu'un de pauvre me trouve. De la brume trouble d'horreur qui m'entourait, peut-être poussée par cette pensée, émergea une idée. Ce n'était probablement pas une bonne idée, mais j'ai immédiatement pu imaginer les nombreuses façons dont cela ne ferait qu'accélérer ma mort, mais c'était une idée néanmoins. Je pourrais me battre. Je doute que je gagne. Je pourrais utiliser ce spray au poivre, mais ensuite quoi? À moins que je puisse le maîtriser assez pour le sortir de la voiture. Je courais sur une route vide en attendant la police. J'étais assez sûr qu'il pourrait se remettre et me rattraper bien avant qu'il ne le puisse. C'était risqué. Mais si ça marchait, ça pourrait m'offrir un moyen d'échapper à ce cauchemar éveillé dans lequel je me trouvais. Oui, ça va, ça a l'air génial. Ai-je essayé de paraître convaincante intéressée, échouant même pour moi-même alors que je saisissais la poignée de ma propre porte. J'ai avalé, me sentant presque nauséeuse d'anxiété alors qu'il me regardait à travers le rétroviseur, ses yeux toujours plissés. Néanmoins, il semblait que ma réponse lui suffisait. Je suppose que, authentique ou non, nous savions tous les deux que je n'avais pas d'autre choix. Murmurant une prière silencieuse pour la première fois depuis des années, j'ai ouvert la porte et suis sorti de la voiture. J'ai enclenché le verrou de la porte puis l'ai fermé derrière moi, le son résonnant avec une finalité potentielle. L'air nocturne avait une morsure, frigide avec une brise obstinée envoyant des aiguilles et des épingles à travers tout mon corps. Je devais être rapide. Je me suis éloigné de la porte, avançant vers le côté passager le plus proche, regardant dans la direction vers laquelle il pointait, confirmant mon soupçon. Il n'y avait rien là-bas, rien d'autre que des arbres et plus d'arbres. J'ai entendu la porte du côté conducteur s'ouvrir puis se fermer derrière moi, et je me suis retourné pour le voir contourner la voiture. Il était grand, plus grand que je ne l'attendais de sa position assise, ses jambes projetant de longues ombres alors qu'il passait devant les phares de la voiture. Mon cœur battait, et pendant un moment, mon corps semblait traîner, avant qu'une partie animale de moi ne crie de bouger, l'adrénaline me poussant vers l'avant. J'ai saisi la poignée de la porte, la tirant pour l'ouvrir aussi rapidement que possible, me lançant à l'intérieur. J'ai jeté un rapide coup d'œil à travers le pare-brise, et l'ai vu se figer puis s'arrêter, frappant ses deux mains sur le capot de la voiture avec un coup et un regard de fureur dans ses yeux, aggravé par l'ombre que les phares projetaient, alors qu'il le faisait. Quelque chose dans sa main a attrapé la lumière, projetant un éclair. Il avait un couteau, une lame longue adaptée à une sorte de boucher, déjà utilisée, à en juger par son apparence. « Sors de la voiture, salope sale, je vais te tuer et t'éventrer si tu n'ouvres pas cette porte !» cria-t-il, un son très similaire à celui d'un animal furieux, et courut vers la porte du côté passager. J'ai bloqué la porte aussi vite que j'ai pu bouger, reculant rapidement loin de la fenêtre alors qu'il frappait son poing contre le verre, qui se fissura légèrement lorsque le manche de la lame fit contact. J'ai crié, un son presque inconnu sortant de ma propre bouche, alors qu'il frappait à nouveau son poing dans la fenêtre dans une fureur. Il me regarda, les yeux presque sortant de sa tête de colère, les veines visibles sur son cou pâle, puis regarda vers la porte par laquelle je venais de sortir, tirant rapidement sur la poignée. Je l'avais bloqué, et la sensation de soulagement en réalisant ma prévoyance était incroyable, seulement pour être remplacé alors que je le voyais contourner l'arrière de la voiture. Je n'avais pas bloqué cette autre porte. Non, ai-je crié, ma voix rauque de pure panique et de défi. Je me suis traîné sur la console centrale, me cognant douloureusement la jambe contre elle dans le processus, alors que je me lançais désespérément vers le verrou de la porte côté conducteur. Nos mains ont fait contact en même temps, la sienne sur la poignée, la mienne sur le bouton. La fraction de seconde de différence dans le temps qu'il faut pour tirer sur une poignée par rapport à appuyer sur un bouton est la différence entre la vie et la mort. La porte s'est verrouillée avec un clic satisfaisant, et je me suis retourné pour voir l'homme qui n'était pas Gustavo, les yeux grands ouverts avec un regard de fureur, de choc et de préoccupation. Il recula et donna un coup de pied dans la fenêtre du côté conducteur avec suffisamment de force pour que sa jambe la traverse, le bas de son pied à seulement 3 cm de mon visage, mais ne réussissant pas à la briser complètement.
Il s'est débattu un moment pour libérer sa jambe, murmurant une série de jurons et de menaces, alors qu'il tirait sur le verre, qui déchirait les jambes de ses jeans tachés et extrayait des quantités nauséabondes de sang dans le processus. Le choc a continué de me maintenir en place pendant un moment, alors j'ai essayé de cligner des yeux pour revenir à l'action. Mes yeux sont tombés sur les clés encore dans le contact. J'ai regardé en arrière vers l'homme qui essayait de sortir sa jambe de la fenêtre. Il m'a regardé avec haine dans ses yeux, serrant cette lame tachée dans sa main avec des jointures blanches. « Je vais te tuer, Graciela. » Cela m'a secoué d'une manière ou d'une autre plus que tout le reste, l'entendre dire mon nom, et j'ai continué à me demander pendant quelques instants horribles comment il le savait. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il avait eu accès à l'application, avait été sur le téléphone de Gustavo, aurait vu le nom du passager. Il grogna en faisant un effort alors qu'il se libérait, libérant sa jambe jusqu'à la cheville. « Je vais entrer dans cette voiture et te trancher comme un veau. » J'avais déjà entendu assez. « Laisse-moi t'aider. » J'ai sorti la voiture du stationnement et appuyé sur l'accélérateur. « Non, arrête !» Ces mots ont été coupés alors que la voiture accélérait. Il y eut un craquement malade et une pluie de sang et de verre brisés lorsque la majeure partie de la fenêtre céda et la jambe de l'homme rencontra le cadre de la voiture à une vitesse dévastatrice. Son rugissement de douleur était à peine audible sur le rugissement du moteur alors que j'accélérais sur ce chemin de gravier. J'ai appuyé sur les freins à quelques centaines de mètres plus loin, regardant vers le bas sur la carte de l'application de covoiturage qui était encore ouverte sur mon téléphone. La route était un cul-de-sac. Je devais faire demi-tour. J'ai manœuvré la voiture aussi rapidement que j'ai pu, réussissant désespérément à ne pas la sortir dans un fossé. Les phares ont illuminé le chemin. J'ai regardé dehors, m'attendant à voir l'homme en poursuite, rampant en avant avec la lame à la main. Mais le chemin était vide. Il n'y avait rien qui indiquait qu'il avait jamais été là, à part un tas de verre sur le chemin, et un peu de sang. À la merde ça, ai-je respiré, respirant encore pratiquement en hyperventilation de panique. J'ai appuyé sur l'accélérateur, le chemin était sombre, éclairé seulement par la lumière de la voiture, mais je n'ai pas ralenti jusqu'à ce que je sois sur la route principale, effrayé comme si d'une manière ou d'une autre j'étais sûr que l'homme me suivrait à pied, peu importe combien cela était improbable maintenant. Le rugissement du moteur s'est estompé dans le chaos général de mes pensées, les sons autour de moi semblant faire écho alors que je fixais la route devant, riant et pleurant pour moi-même aussi. Je suis sûr que j'aurais semblé une maniaque pour quiconque m'aurait vu, mais la route était surtout vide. J'ai commencé à trembler à mesure que l'adrénaline commençait à se dissiper, mon estomac rugissant de manière menaçante avec une nausée soudaine que j'ai ressentie à mesure que la réalité continuait de s'imposer. J'avais presque été tué cette nuit-là. J'ai levé le pied de l'accélérateur, réalisant que j'approchais les 110 km/h, et j'ai fouillé pour mon téléphone, composant le 911 tout en parlant à l'opératrice et en lui expliquant mon expérience du mieux que je pouvais dans mon état. J'ai reçu un rappel de Thomas, avec une longue chaîne de messages textes me demandant si j'allais bien. Apparemment, j'avais sonné aussi effrayé sur la messagerie vocale que je me sentais, et cela m'a envoyé un frisson étrange dans le dos de savoir qu'un homme m'avait entendu ainsi. Ma respiration était rapide et lourde, et j'ai presque vomi à nouveau en inhalant l'odeur putréfiée. J'ai baissé toutes les fenêtres, essayant de nettoyer un peu la voiture. J'avais presque pensé que cela venait du conducteur imposteur, mais maintenant qu'il était parti, j'étais sûr que cela devait être autre chose. La curiosité morbide a commencé à surgir avec quelque chose comme une horrible réalisation. J'avais fini avec l'opératrice quand je suis arrivé au parking du bar. Elle avait envoyé quelques officiers pour me rencontrer au bar, prendre ma déclaration, récupérer le véhicule et d'autres pour chercher dans la zone d'où j'avais échappé à la recherche de l'homme que j'avais décrit. Thomas était dehors, tenant sa veste près de son cou, son expression changeant immédiatement en me voyant dans la voiture, la fenêtre brisée et le sang tachant le verre et rayant la porte. Je suis sûr que je ne semblais pas beaucoup mieux que je me sentais. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a-t-il demandé, sonnant à la fois surpris et véritablement préoccupé, alors qu'il conduisait la voiture sur un parking au milieu du lot, sans même se soucier de trouver un espace. Je suis sorti et ai pris les clés pendant qu'il le faisait, contournant l'arrière de la voiture. Il m'a suivi, l'inquiétude et la curiosité dessinant son visage alors que je me dirigeais vers le coffre. Mes yeux se sont remplis de larmes et il avait raison. L'odeur m'a frappé plus fort debout juste à l'extérieur du coffre, et j'ai vu le visage de Thomas se tordre de dégoût. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans »
a-t-il demandé, toussant pendant quelques secondes comme s'il allait vomir juste pour cracher. Quelque chose de mauvais, je pense, et je suis assez sûr de savoir ce qu'il va y avoir là-dedans. Il m'a donné un regard qui était illisible. Je n'ai offert aucune explication. Un nouvel ensemble d'horreurs bouillonnant en moi avec la réalisation. J'ai glissé la clé dans la serrure du vieux coffre de la voiture, la tournant avec un clic, avalant fort contre la bosse dans ma gorge qui montait. J'ai ouvert le coffre. L'air qui s'est précipité était chaud, humide et rance, comme un four rempli de viande en décomposition. J'ai reculé, clignant violemment des yeux contre le larmoiement de mes yeux. « Mon Dieu !» a soufflé Thomas. « Oh mon Dieu !» J'ai essuyé l'humidité de mes yeux et j'ai regardé à l'intérieur du coffre. Ma bouche s'est ouverte et mon estomac s'est retourné. Entassés à l'arrière de la voiture se trouvaient les restes de Gustavo, le vrai Gustavo dont j'avais vu la photo dans l'application. Son visage était pâle comme la craie, la bouche ouverte dans une expression permanente d'horreur. Là où auraient dû être les yeux, il y avait à la place 2 puits vides. Une longue coupure s'étendait de la partie inférieure de sa mâchoire jusqu'à son aine, le divisant en 2 et répandant toutes sortes de contenus à l'intérieur de ce coffre, aggravé étant donné la position inconfortable dans laquelle il se trouvait. Des coupures aléatoires parcouraient sa peau grisâtre. Des doigts ou des orteils manquaient sur ses mains et ses pieds. Mon cœur souffrait pour l'homme que je n'avais jamais rencontré, dont les derniers moments avaient été remplis de rien d'autre que la cruauté inutile d'un maniaque. Et une partie de moi pleurait pour la version de moi-même qui n'était pas échappée, aussi égoïste que cela puisse paraître. Regarder cet homme se sentait comme regarder une version potentielle de moi-même, inquiétante de plus de manières que je ne l'espérais. Rapidement, j'ai refermé le coffre de la voiture à nouveau, fermé les yeux et gardé la bouche fermée, avalant fort contre la bile montante que je ressentais, puis je me suis tourné vers Thomas. « Allons à l'intérieur. La police sera ici bientôt pour prendre ma déclaration, et j'ai besoin d'un verre. » Ses yeux étaient toujours très ouverts, lançant un autre regard au coffre avant de me guider à l'intérieur. La police est arrivée peu après, et à ce moment-là, j'étais déjà un peu ivre. Donc il n'y avait pas beaucoup plus d'informations que je pouvais donner que je n'avais déjà donné. J'ai passé cette nuit chez ma sœur. Mon patron m'a offert la rare nuit de libre en raison de mon événement, comme il l'appelait, et Tommy m'a proposé de me conduire, car je n'étais évidemment pas d'humeur à appeler un Uber, un taxi ou quoi que ce soit d'autre. Les jours suivants se sont déroulés dans une sorte de brouillard surréaliste. J'ai reçu appel après appel d'amis, de connaissances, de personnes que j'avais rencontrées lors d'une fête et de tous les autres, feignant la préoccupation et essayant d'écouter l'histoire de moi. À un moment donné, je suis rentré chez moi, me sentant gêné à l'idée d'être un fardeau pour ma sœur et son mari, et je suis finalement retourné dans mon propre appartement. Parmi tous les appels de personnes cherchant des potins, j'en ai reçu un que j'attendais. C'était du détective Howard, du département de police locale, l'homme en charge de mon affaire. J'avais été écarté comme suspecte presque immédiatement, car le corps de Gustavo Donson, comme j'avais appris à connaître son nom, avait plusieurs heures de décès lorsque je suis monté dans le véhicule, et sa voiture avait été emmenée de la ville où il vivait et conduisait plus régulièrement, jusqu'à notre petite ville, probablement par l'homme avec qui j'avais été dans la voiture cette nuit-là. Il n'avait aucune piste sur l'identité de l'homme, car au moment où les officiers sont arrivés, il ne restait aucune trace de lui, à part son sang et ma description d'un type aux cheveux longs et gras, qui ne serait utile que jusqu'à un certain point, considérant qu'une personne en fuite changerait probablement son apparence. Une coupe de cheveux est souvent la première solution. Il m'a dit qu'ils étaient vigilants dans tous les hôpitaux locaux pour un homme correspondant à sa description et ayant une blessure à la jambe comme celle que j'avais probablement causée, et il m'a assuré qu'il me tiendrait au courant de leur progrès. « Tu as survécu à quelque chose que la plupart des gens n'auraient probablement pas fait », a-t-il dit en terminant l'appel. « Considère-toi chanceuse, je suppose. » « Merci », ai-je répondu ne sachant pas quoi dire d'autre, et l'appel s'est terminé. Les derniers jours avaient été passables. Thomas s'est proposé de me conduire au travail et de me ramener, ce qui était bien pour le moment. Mais il vivait assez loin de mon chemin. Je ne voulais pas m'imposer beaucoup plus longtemps. Il n'y avait eu aucun signe de cet homme, à part les cauchemars récurrents qui infestaient chacun de mes rêves agités chaque nuit. Mais chaque fois que je voyais une voiture inconnue ralentir devant mon immeuble, mon cœur s'arrêtait. Ce qui arrivait trop souvent dans ce complexe d'appartements. C'est pourquoi j'écris cela.
C'est à la fois un avertissement et une tentative de sortir cela de mon esprit, alors peut-être que le laisser ici aidera. Cet homme, qui qu'il soit, est toujours là-bas, et je suis sûr qu'il y en a d'autres comme lui aussi. Si vous utilisez une application de covoiturage, Uber, Lyft, même des taxis, et que le conducteur vous rend même le moindre mal à l'aise, faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux que ceux qui auraient pu être l'alternative. Et c'est certainement beaucoup mieux que de vivre une vie à regarder par-dessus son épaule. Je conduisais dans une banlieue en dehors d'une grande ville. C'était un groupe démographique vraiment étrange. Un passager pourrait être habillé en tenue de bureau, portant une montre et une bague, allant d'une entreprise à un salon. Le passager suivant pourrait être un ivrogne sale et bizarre, portant seulement une chaussure et sans avoir la moindre idée d'où il allait. C'était stressant, mais d'une manière étrange et distante. C'était amusant. En tant que conducteur, j'avais un siège au premier rang pour voir certaines des personnes les plus douteuses de ma communauté. Un après-midi, j'ai reçu une notification sur ma carte pour aller chercher une personne qui avait besoin d'un trajet, et c'était bien plus loin des quartiers que je desservais habituellement, quelque chose comme 5 à 10 minutes dans une zone légèrement boisée. La route du comté passait de l'asphalte à la terre, et bientôt je rebondissais à travers la campagne. Ma carte m'indiquait de m'éloigner de plus en plus. J'ai fini par sortir complètement de la route, conduisant littéralement à travers un petit champ couvert d'herbe. Avec le recul, tout cela était tellement stupide de ma part, mais j'étais jeune et nerveux à l'idée de gâcher mon travail. Quand j'ai traversé cette clairière, j'ai vu une forêt de l'autre côté, et il y avait aussi une grange en ruine. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'allais vraiment aller chercher un ermite des profondeurs de la forêt. Mais plus je regardais, plus il était clair que personne ne pouvait vivre là. La grange était complètement pourrie du haut en bas, les murs et le toit s'effondrant, des trous dans les fenêtres sans vitres, et un lourd rideau de toile d'araignée couvrant le tout. Mais ce n'était pas la partie étrange. La grange elle-même semblait tout droit sortie du film « Massacre à la tronçonneuse ». Mais ce qui m'a vraiment effrayé, c'était la partie arrière d'un camion avec panier suspendu verticalement à un arbre. Je n'ai aucune idée de comment quelqu'un aurait pu le monter là, mais il pendait là, dans l'obscurité. L'arbre lui-même était couvert de canettes et de bouteilles couvrant chaque branche de l'arbre. C'était effrayant et sinistre. Je pense que j'étais sous le choc. Je me suis juste assis là, au ralenti, regardant le désert de bizarreries dans lequel je me trouvais. Tout cela à cause d'une stupide notification sur une carte. Ensuite, j'ai vu un mouvement le long de la ligne des arbres au loin. Une agitation informe au début, mais bientôt j'ai pu voir une figure sortir du feuillage. Il était torse nu, la tête rejetée en arrière, buvant de la bière tout en marchant aveuglément vers mes phares. Il me faisait signe tout le temps tout en parlant, donc je savais que c'était le bon gars. Encore une fois, je suis juste resté là, pétrifié, parce que si cela m'arrivait maintenant, étant un homme plus âgé, je peux vous dire que je ne serais jamais allé là-bas. C'est fou d'avoir des souvenirs de moi simplement assis là face à un danger totalement inconnu. Mais c'est ce que j'ai fait. Ce type finit sa bière, écrase la canette et la jette vers la vieille grange et monte. Il s'assoit et boucle sa ceinture sans dire un mot. C'était tellement fou que j'ai simplement mis la marche arrière, reculé jusqu'à la route de terre, puis les suivi de retour à la voie principale. Il se déplaçait à l'arrière sans même dire bonjour. Je ne pouvais plus le supporter. Je l'ai regardé dans le rétroviseur et lui ai dit « Comment se passe ta soirée, mec ?» C'était ma petite tentative de briser le silence gênant. Sa réponse est arrivée étonnamment normale. Il ne criait pas, il ne chuchotait pas, rien de tout cela, il a juste dit « Plutôt bien, mec, je suis allé de bar en bar. » Ensuite, il a regardé par la fenêtre. Alors je lui ai demandé « Et comment as-tu fini ici dans la forêt? Il n'y a pas de bar par ici, n'est-ce pas ?» Moi et quelques amis traînions quand nous avons rencontré quelques filles. Nous avons passé un moment sur le parking, puis tout le monde a pris beaucoup d'acide. M'a-t-il expliqué de la même manière que quelqu'un expliquerait la météo ou comment obtenir une carte de bibliothèque. Plus que décontracté, au point que j'ai simplement hoché la tête. Tout a commencé à avoir un peu de sens, du moins un peu. Ce type était drogué, donc cela expliquait le trajet tardif, l'emplacement étrange et le fait qu'il portait seulement une chemise. Tout cela, mais cela n'expliquait pas la grange avec un camion étrange suspendu à un arbre. J'ai juste supposé que ce type était un local, que cet endroit était un endroit qu'il connaissait depuis longtemps.
qui semblait être l'endroit où les enfants et les vagabonds causaient des ravages à toutes heures de la nuit. Il semblait qu'il avait passé tellement de temps là-bas que vous pourriez lui demander un loyer. Puis il m'est venu à l'esprit qu'il était drogué sur le siège arrière de ma voiture. Ce type pensait probablement que j'étais le chauffeur du diable, ou quelque chose comme ça. Je ne me suis jamais vraiment impliqué avec les psychédéliques, donc j'ai juste supposé que c'était comme Fear and Loathing, ou quelque chose comme ça. Des chauves-souris hors des fenêtres, des visions folles de l'œil de poisson, des traits déformés comme une voix démoniaque. « Combien de temps as-tu été ici ?» lui ai-je demandé alors que nous revenions sur l'asphalte. Nous étions encore à 1,5 km des premiers quartiers périphériques, mais cela semblait bon, même réconfortant, d'être presque de retour sur le seuil de la civilisation. C'était un pas de plus pour sortir ce type de ma voiture, et pourtant, j'étais fasciné par lui. Je ne pouvais pas arrêter de lui poser des questions. 2 jours, a-t-il dit après 1 minute ou 2. J'étais en totale incrédulité. Où diable étaient ses amis et ses filles? Étaient-ils toujours là? Avait-il fait quelque chose avec eux ou tous s'étaient-ils remis avant ce type et étaient partis chacun de leur côté? Quoi qu'il en soit, ce type prospérait là avec un téléphone portable et un stock de bière. Je l'avais vu boire une quand il s'est approché de moi. « Wow mec, vous vous êtes amusé ?» lui ai-je demandé. Il n'a pas répondu, même pas un peu. Je pouvais juste entendre cette respiration mélodique, presque parfaitement chronométrée. Elle était rauque, comme s'il avait fumé. J'ai attendu, gardant ma vision sur la route, car je ne voulais pas être impoli. Ce type sortait probablement de la gueule de bois de sa vie, et voilà que j'étais là, le bombardant de bavardages triviaux. 1 minute s'est écoulée sur l'horloge. Finalement, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, me préparant à répéter ma question. Ce que j'ai vu est encore gravé dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que je ferme les yeux, c'est la première chose que je vois. J'ai regardé en arrière dans le miroir pour trouver ce type qui me fixait l'arrière de ma tête. Ses yeux étaient si grands ouverts, pas vraiment exorbitants, juste énormes et profonds, si grands que je pouvais les voir bouger. Rouges à cause de l'alcool et du manque de sommeil. La partie la plus inquiétante était les pupilles. Je sais que l'obscurité et les ombres me jouaient des tours, mais maudite soit si cela ne semblait pas qu'il avait des pupilles noires occupant presque tout le blanc. Je ne pouvais vraiment pas voir le reste de son visage. Il semblait presque vacant, sans émotion. Ce n'était pas comme s'il me regardait avec mépris, ou quoi que ce soit. C'était simplement vraiment effrayant. J'ai conduit. Heureusement, j'avais sa destination entrée sur la carte, donc je n'avais vraiment pas besoin d'instructions spécifiques pour l'amener là où il avait besoin d'aller. Même lorsque nous avons commencé à rouler sous les lampadaires qui nous ramenaient en ville, il continuait à regarder, ne clignant jamais des yeux. J'ai demandé s'il allait bien, j'ai demandé si je devais l'emmener à l'hôpital. Encore aucune réponse. J'ai abandonné d'essayer de le faire parler, et pendant 15 minutes, il a juste continué à regarder l'arrière de ma tête. Nous étions presque à son point de livraison, et il n'y avait eu aucun progrès. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à 60 secondes de tourner dans sa rue, qu'il a secoué la tête et a finalement parlé. « Oui, amusant », a-t-il dit de manière la plus étrange. « Hé, peux-tu t'arrêter à cette station-service? C'est juste là. » Je pouvais voir l'enseigne brillante à seulement un pâté de maison de distance. Cela ne lui prendrait qu'1 minute, alors je suppose, pourquoi pas. J'étais heureux de voir qu'il n'était pas mort ou qu'il n'avait pas empiré là derrière. En faire, il semblait presque normal à nouveau. Et comprenez cela, c'est la partie la plus folle de tout. J'ai regardé en arrière et ce type avait maintenant une chemise. Je l'ai ramassé à 100% torse nu, buvant la bière. J'ai presque refusé de le laisser monter à cause de ces 2 facteurs. Je n'ai aucune idée d'où il a sorti cela. Plusieurs de mes amis disent qu'il l'avait probablement plié et rangé dans ses pantalons, ou peut-être même dans une poche. J'ai essayé de plier plusieurs de mes chemises et de les mettre dans une poche. Cela ne se fait pas. Peut-être avec une chemise vraiment petite, mais même alors, elle serait volumineuse. Je n'ai rien vu de tel quand il est sorti de ces bois. Une autre théorie, je suppose. Peut-être aurait-il pu la trouver par terre sur mon siège arrière. J'admets que c'est possible, mais j'en doute. Je n'ai laissé personne ce soir-là qui n'avait pas de chemise. Mais encore, cela aurait pu sortir d'un sac ou quelque chose comme ça, je suppose. Nous ne le saurons jamais. C'est l'un des mystères les plus étranges et les plus importants qui ait jamais traversé ma vie. J'ai continué et suis entré dans la station-service, et le type à l'arrière a réagi comme si je l'avais amené sur la Terre Sainte,
ou avait sauvé sa lignée d'une malédiction mortelle ou quelque chose comme ça. Il a continué à me remercier profusément. Il s'est même retourné et est revenu à la porte et m'a remercié à nouveau, demandant si je voulais quelque chose. J'ai dit non, merci. Tu sais, je peux marcher d'ici, puis-je te payer? A-t-il demandé. J'ai dit oui et j'ai terminé son trajet, lui ai donné le total. Il a payé en totalité, puis m'a remis un vin en plus de cela, le plus gros pourboire que j'avais reçu de toute la journée. J'ai été surpris par sa générosité, à quel point il avait l'air normal avec une chemise, à quel point il parlait et agissait normalement maintenant. Ce type était comme un vrai Jekyll et Hyde. « Merci Chiara », m'a-t-il dit en saluant. Puis je suis sorti du parking et suis retourné dans la rue. Au fait, je suis un homme et je n'ai aucune idée de qui est Chiara, alors je suppose juste qu'il hallucinait encore. Je n'ai jamais revu ce type, mais je vous dirai quelque chose. Vous pouvez parier que j'ai tourné dans cette rue et suis allé voir sa maison. J'avais encore son adresse dans l'historique de ma carte. Je devais voir de quel genre de situation de vie venait ce type. Il était si imprévisible que cela me l'exigeait presque. Encore un autre tournant étrange dans l'histoire. L'adresse qu'il m'a donnée n'avait pas de maison. Il n'y avait qu'un lot vide avec un numéro d'unité. Il y avait des maisons autour, c'est grandes et élégantes, mais la destination réelle à laquelle nous sommes arrivés était totalement vide. Je suppose qu'il m'a juste donné le mauvais numéro ou quelque chose comme ça, mais c'était une autre expérience clé qui m'a laissé me gratter la tête. Si quelqu'un me racontait l'histoire, je dirais qu'il a donné un tour au diable ou quelque chose comme ça. Toute l'affaire avait une ambiance sombre et lourde. C'est vraiment difficile à décrire. Cela m'est arrivé à moi, cependant c'était réel, et le type a payé son tarif avec une carte de crédit. Je ne pense pas que le diable est une de celles-là. Quoi qu'il en soit, tout cela est dans le passé. Je suis devenu beaucoup plus strict sur qui je ramassais et où j'étais prêt à aller après cela. Tout semblait être une tempête se préparant à ce que quelque chose de mauvais m'arrive ensuite. Tout cela m'a fait sérieusement réévaluer mon approche du travail de conducteur. Avant, ma curiosité et mon désir d'aventure me poussaient à accepter presque n'importe quel trajet, peu importe la destination ou l'heure. Cependant, cette expérience nocturne m'a appris que certaines aventures peuvent être plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air, et qu'il est vital d'établir des limites claires pour protéger ma sécurité. Depuis, j'ai commencé à refuser des trajets qui me semblaient suspects ou qui me menaient à des endroits reculés, surtout la nuit. J'ai aussi commencé à partager ma localisation en temps réel avec un ami proche pendant mes quarts de travail, quelque chose que je n'avais jamais considéré nécessaire auparavant. Bien que cette nuit m'ait laissé avec des souvenirs troublants et de nombreuses questions sans réponse, elle a également été un point tournant qui m'a rendu plus conscient des risques inhérents à mon travail. J'ai appris que parfois, le meilleur trajet est celui que vous décidez de ne pas prendre. Et moi avons fait un voyage à Las Vegas avant l'été où il s'est marié. C'était en quelque sorte un enterrement de vie de garçon anticipé, si vous voulez, une période pendant laquelle nous pourrions simplement nous lâcher et créer un peu de chaos avant que mon ami ne se stabilise vraiment. Son nom est José, et nous avons une grande influence l'un sur l'autre. Nous sommes de bons gars, mais quand nous sommes ensemble et que nous commençons à nous amuser, nous devenons généralement un peu turbulents. Nous venions de New York à Las Vegas et n'y avions jamais été. Mais en tant que gars de la ville, cela ne nous dérangeait pas vraiment. En fait, si nous pensions quelque chose, c'était que nous étions au-dessus de l'agitation à Las Vegas. Je suis sûr que beaucoup de gens pensent exactement la même chose, juste pour que la ville du péché les écrase en pâte et les renvoie chez eux dans une enveloppe. Nous sommes arrivés un jeudi et prévoyons de rester jusqu'au dimanche, quand nous prendrions un volume tardif pour retourner à New York. Ce n'était vraiment pas un week-end spécial. Il n'y avait pas de grands événements ni de billets ou quoi que ce soit. C'était juste un voyage pour voir le strip et tous les sites intéressants. Nous avons atterri et étions déjà à notre hôtel à 4 heures de l'après-midi, ce premier jour. José et moi nous sommes installés et nous ne nous sommes pas précipités pour sortir boire un coup. Nous étions des fêtards aguerris, alors nous savions mieux que de trop boire ce premier jour. Il n'y a rien de pire que de se saouler jusqu'à en être malade le premier jour d'un voyage, vous savez. En fait, nous avons commencé avec un peu de service en chambre, avons commandé de la nourriture légère et une bouteille de vin pendant que nous prenions une douche et nous préparions. Comme je l'ai mentionné précédemment,
José était totalement engagé, super fidèle à sa fiancée, mais j'étais un homme célibataire et cherchais à me mêler à des femmes étrangères dans un pays étranger. Je voulais être à mon meilleur pour ceux que la nuit allait m'offrir. Nous avons fini le vin, nous sommes préparés, et sommes arrivés au casino à 6 heures du soir. C'était presque écrasant, toutes ces lumières clignotantes et les gens, mais c'était aussi un peu ennuyeux, si je suis honnête. Beaucoup de gens étaient concentrés sur le jeu, beaucoup de personnes âgées erraient simplement. Nous avons trouvé une zone plus excitante du casino, quelques tables de jeu entourées de foules plus jeunes. José a acheté des jetons pour le jeu, que je pense étaient des dés ou de la roulette. Je ne me souviens pas bien pendant que j'allais chercher une des serveuses. À ce moment-là, nous avions déjà commencé à boire, et José a commencé à accumuler des jetons à sa table. L'ambiance était juste, nous discutions avec les gens à une table, des gens qui passaient par là et nous avons commencé à connaître le casino lui-même. Il y avait toutes les personnes âgées comme avant, mais à mesure que l'heure avançait, de plus en plus de jeunes apparaissaient autour de nous et à 10 heures du soir, cet endroit était animé. José a encaissé ses gains qui s'élevaient à $2 500, tout un butin pour notre première nuit. Alors que nous nous préparions à quitter la table, un gars nous a passé une carte de visite. Je ne l'ai pas acceptée, mais José, excité et ravi par la victoire, l'a prise sans y penser beaucoup. En quittant le plancher et en entrant dans la zone neutre au-delà du jeu, il l'a vérifiée et a découvert que la carte était pour des escortes, des dames de la nuit, pour ainsi dire. Il l'a jetée et nous avons fini nos boissons. « Que faisons-nous maintenant » a demandé José. « Club de striptease » ai-je proposé. José a ri et a souri. « Peut-être la prochaine fois. Tu sais ce qui serait amusant » a-t-il demandé. « D'accord, quoi ?»« Se défoncer vraiment, vraiment. Je parle d'éteindre les lumières » a-t-il dit. « Vraiment ? On peut acheter de l'herbe dans la rue » ai-je expliqué. « Non » dit-il en secouant la tête. « Allons chercher de la coke. » Une chose à propos de José est qu'il était un cocaïnomane partiellement rétabli. Je savais que cela était un risque potentiel en venant à Las Vegas, mais je ne pensais pas qu'il proposerait de commencer à sniffer dès la première nuit. J'ai haussé les épaules et passé une main sur mon visage. « Qu'en penses-tu » a demandé José. « Je veux dire, on ne sait même pas où l'obtenir, mec. Essayons dans la rue » a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Un achat aléatoire était trop risqué. Non pas pour être arrêté, mais pour être arnaqué. Il y avait probablement 10 faux trafiquants pour chaque vrai que vous trouveriez. J'ai une idée. Et si on contactait le gars qui t'a donné cette carte? Quiconque fait de la publicité pour des filles peut probablement aussi se procurer de la drogue. Ai-je dit. José a commencé à acquiescer lentement. Il m'a passé son verre vide et a disparu dans la foule des joueurs. Je ne me suis pas donné la peine de le suivre. À la place, je suis resté à regarder toutes les filles qui passaient, et je n'ai pas honte de l'admettre. Ils le font bien à Las Vegas, je dois l'admettre. Quelques minutes plus tard, José est sorti de la foule tenant quelque chose dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Il m'a donné la même carte » a-t-il dit. « Tu dois plaisanter. » J'ai pris la carte et l'ai retournée, trouvé un numéro de téléphone et une adresse. Il y avait même une petite note disant « Demande Marco ». « C'est pour un club, pas juste pour des filles » ai-je dit. « Réserve-nous un Uber et voyons si on peut l'obtenir. » José a sorti son téléphone et s'est dirigé vers la porte. Nous sommes sortis dans l'air froid de la nuit, avons regardé passer les ivrognes et les étranges et avons attendu que le trajet arrive. José surveillait l'application et comptait son argent, content de son gain. Bientôt la voiture est arrivée. José a vérifié toutes les informations et nous sommes montés à l'arrière, en route pour le club. « Les gars ?» a demandé le chauffeur. Nous avons répondu que oui, très enthousiastes et à moitié ivres, alors que nous montions à l'arrière. Je n'avais pas réalisé que le chauffeur qui nous avait pris en charge savait déjà notre destination, ce qui a rendu les choses pratiques. Cela nous a beaucoup encouragés, nous sommes devenus bruyants et vociférants sur le trajet. Tout le trajet était très amusant. Le chauffeur nous a parlé du club, comment c'était le meilleur de ce côté de la ville, et quelles filles nous devrions demander par leur nom. « Je cherche à obtenir de la drogue », a dit José. « Oh oui, bien sûr, vous êtes venu au bon endroit, mon pote. J'ai généralement un demi-sac de quelque chose à vendre, mais aujourd'hui je suis à sec. De toute façon, ce club vous couvrira, a-t-il expliqué. J'ai acquiescé, criant et faisant du grabuge. C'était tout ce que nous voulions entendre. Nous pouvions voir l'enseigne brillante du club juste devant,
peut-être à 1,5 km de là. Écoute, je ne fais vraiment pas ça avec des clients normaux, alors ne le dites à personne, a dit le chauffeur en sortant un flacon de sa boîte à gants et en dévissant le couvercle. Mais c'est Las Vegas et vous les gars êtes en chasse. Oui, on va se donner à fond ce soir les gars. Je n'en revenais pas, cela me rappelait les chauffeurs de taxi chez moi. José et moi avons pris une bonne gorgée du flacon puis une seconde, puis nous l'avons rendu au chauffeur. Il l'a de nouveau bouché et l'a rangé dans la boîte à gants juste au moment où nous glissions dans le parking du club. Heure du spectacle les gars, allez leur montrer de quoi vous êtes faits, a-t-il crié alors que nous sortions et José lui lançait un billet de 50 comme pourboire, puis l'envoyait sur son chemin. Je n'ai aucun souvenir d'être entré dans ce club. Peut-être quelques éclairs de l'entrée, un flash du bar et puis juste l'obscurité. Le chauffeur qui nous a pris en charge n'a jamais pris une gorgée de ce flacon. Là, j'ai su qu'il était drogué. Il nous a frappé avec du GHB ou une autre drogue pour viol, puis nous a envoyés à l'intérieur de ce bar. Nous faisons ce genre de choses à la maison à New York. C'est une façon de faire en sorte que les gens se détendent puis vous les volez pour tout ce qu'ils valent. Le chauffeur était de mèche avec le club d'une manière ou d'une autre, droguant les gens qu'il y laissait. Nous n'avions jamais eu de chance, surtout pas avec le paquet de billets dans la poche avant de José. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin dans notre chambre, José littéralement sans une chaussure et sans $1 sur lui. J'étais aussi sans argent, mais j'avais seulement perdu environ $300. Nous étions terrifiés de vérifier nos comptes bancaires, et grâce à Dieu, il n'y avait pas de frais. José se sentait mal d'avoir passé une nuit dans un club et de n'avoir aucun souvenir. Nous avons tous les deux convenu de simplement ne jamais en parler à nouveau, du moins dans notre cercle d'amis. Un autre choc a été d'aller à la clinique, nous pensions que nous avions contracté une maladie sexuellement transmissible ou quelque chose comme ça. Même résultat, bien que rien ne soit ressorti positif au test. Le reste de ce voyage, nous l'avons passé beaucoup plus prudemment. Nous ne sommes pas sortis du casino. Nous ne nous sommes même pas vraiment saoulés. Cela compte comme l'une des nuits les plus longues et les plus courtes de ma vie. De l'alcool. C'était une erreur stupide en général. Il y avait un nightclub bar dans ma ville où je sortais parfois les week-ends avec mes amis. Parfois, un conducteur désigné nous ramenait à la maison et d'autres fois nous prenions un Uber. Ce soir-là, je ne me sentais pas très bien, alors je suis sorti un peu tôt, entre 1 et 2 heures du matin. Il faisait trop froid pour rentrer à pied, alors j'ai appelé un Uber. Un gars nommé Alex est apparu, et pour être honnête, il avait l'air un peu effrayant. Il était plus âgé, ne souriait pas sur sa photo et avait une barbe grisonnante avec un bonnet noir. Il n'était qu'à 2 kilomètres de distance, donc ça ne me dérangeait pas trop. Il conduisait une Chevy Malibu, ce qui semblait correct, alors j'ai demandé qu'il vienne me chercher. J'attendais sur le banc devant le club, à côté du garde de sécurité qui était immobile comme une statue, les mains jointes. Environ 5 minutes plus tard, une Chevy Malibu argentée, modèle 2003 ou quelque chose comme ça, s'est arrêtée devant le club. Je me suis levé un peu déçu car la voiture semblait vieille et usée. Le gars ne m'a pas appelé ni klaxonné, il a juste attendu au bord du trottoir, alors je me suis levé et je suis monté à l'arrière de la voiture. Immédiatement, les choses sont devenues inconfortables. Il n'a pas dit bonjour, ne m'a pas serré la main, il n'a même pas tourné la tête pour me regarder. Tout ce qu'il a dit, d'une voix très basse, c'était « Où vas-tu ?» à quoi j'ai répondu avec mon adresse. Nous avons commencé à nous déplacer sur Main Street, mais dans la direction opposée à celle de ma maison. Je lui ai dit cela et il a tourné à gauche à l'intersection suivante. Nous nous éloignons maintenant des routes principales et descendions dans des zones résidentielles plus calmes. Il n'avait pas entré mon adresse dans son téléphone, donc je me sentais vraiment bizarre. Je ne savais pas s'il s'attendait à ce que je lui donne des directions ou non. J'ai fini par mettre mon adresse dans mon propre téléphone pour pouvoir entendre quand le GPS disait « Tournez à gauche à la prochaine rue ». Il l'a complètement manqué. J'ai fait un geste confus avec la main. Il l'a remarqué et a dit « Je dois juste faire un arrêt rapide, ne t'inquiète pas, je te ferai une réduction ». Bien que j'étais ivre, je savais encore que quelque chose de mauvais se passait. C'est alors que j'ai remarqué le pistolet dépassant de sa boîte à gants à côté de lui. À ce moment-là, j'essayais de comprendre comment sortir de cette voiture. Au feu rouge suivant, j'ai tenté la poignée de la porte très silencieusement, mais elle ne s'est pas ouverte. J'ai vu que le verrouillage enfant était activé et, à partir de ce moment, mon cœur battait à toute vitesse.
L'homme conduisait de plus en plus loin dans la direction opposée à celle de ma maison. Nous devions être déjà dans 2 villes plus loin. J'étais désespéré. Je ne pouvais pas appeler la police car je ne savais pas ce que cet homme pourrait faire. J'ai pensé que ma meilleure option serait d'essayer de désactiver le verrouillage enfant à côté de lui sur les sièges avant. Je devais d'une manière ou d'une autre glisser sur le côté opposé du siège arrière derrière lui, sans qu'il s'en rende compte. Ce fut l'un des moments les plus tendus de ma vie. J'ai perdu de vue sa tête à travers le rétroviseur, m'assurant qu'il ne regardait pas. Très décontracté, je me suis glissé derrière lui. Heureusement, il ne s'en est pas rendu compte. Maintenant venait la partie la plus effrayante. Je devais atteindre le bouton à l'avant. Au feu rouge suivant, avant que je puisse faire quoi que ce soit. Chaque feu que nous passions semblait augmenter de plus en plus la tension, alors que j'attendais, espérant que l'un d'eux devienne jaune et finalement l'un d'eux l'a fait. Il a ralenti la voiture à une intersection qui serait normalement occupée pendant la journée. C'était le point de fuite parfait. La voiture s'est arrêtée. Je savais que ce feu ne durait pas longtemps, alors je devais être rapide. Il y avait une voiture arrêtée de l'autre côté de l'intersection, ce qui me rassurait un peu. Avec tout mon courage, j'ai atteint ma main jusqu'au bouton lumineux du verrouillage enfant, et j'ai dû l'effrayer car il a bondi de 5 cm du siège. Il a crié et, comme je le craignais, il est allé chercher le pistolet qui était juste à côté de lui. J'ai pu ouvrir la porte et m'échapper vers un Cadillac Escalade à proximité, où j'ai frappé aux fenêtres en demandant de l'aide. Ils sont partis complètement en m'ignorant, mais cela n'avait pas d'importance parce que l'homme dans sa Chevy Malibu était déjà parti au bout de la rue. J'ai couru vers un supermarché à proximité ouvert 24 heures sur 24, où j'ai appelé un taxi cette fois. C'était une expérience très sobre car je ne me souviens pas avoir été ivre dans ce magasin, ni pendant le trajet en taxi chez moi. J'ai signalé le conducteur à Uber, qui a dit qu'ils escaladeraient la situation aux autorités. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'un officier est finalement apparu à ma porte pour poser quelques questions, et c'était la fin de l'histoire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est advenu de cet homme, mais je n'ai jamais utilisé Uber depuis lors. Après cet incident, j'ai pris des mesures supplémentaires pour m'assurer qu'une telle chose ne m'arriverait plus jamais. J'ai commencé à faire plus confiance à des amis et à des membres de ma famille pour les déplacements nocturnes, et en cas de besoin, j'ai préféré les taxis de compagnie reconnus où je pouvais vérifier l'identité du conducteur à travers un système plus sûr et transparent. Avec le temps, l'expérience m'a également rendu plus conscient de l'importance d'être attentif à mon environnement. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux détails comme la route que suivait le conducteur et à garder mon téléphone chargé et prêt à l'emploi en cas d'urgence. J'ai également développé l'habitude de partager ma localisation en temps réel avec des amis ou des membres de la famille lorsque je voyage seul, surtout la nuit. De plus, j'ai décidé de participer à des ateliers d'autodéfense et de prendre des cours de sécurité personnelle de base. Ceux-ci m'ont enseigné des techniques précieuses sur la façon de me protéger et de réagir efficacement dans des situations dangereuses. Bien que l'expérience ait été traumatisante, elle m'a aidé à prendre des décisions plus informées et conscientes concernant ma sécurité personnelle. Elle m'a également motivé à participer à des forums communautaires sur la sécurité des transports, partageant mon histoire et aidant à éduquer les autres sur les précautions à prendre lors de l'utilisation des services de transport partagés. Cette expérience n'a pas seulement changé la manière dont je me déplace en ville, mais elle a également modifié ma perception de la sécurité personnelle. J'ai appris que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons prendre des mesures significatives pour nous protéger et nous préparer à toute situation qui pourrait survenir.